C'est au Collège de France à Paris que nous croisons la route d'Esther Duflo. Arrivée dans la nuit des États-Unis, elle est lancée dans un véritable marathon médiatique qui a commencé tôt matin à Radio France. Bah ouais, il me semble. Super. Bon. Bonjour. J'ai entendu à la radio quand vous étiez entre les mains patouilleuses de Slama. Esther Duflo tient une conférence de presse au Collège de France pour lancer 2 ouvrages sur ses travaux d'évaluation de la politique du développement. 2 ouvrages qui reprennent l'essentiel des cours qu'elle vient de donner dans le même collège. Manuel scolaire dans les écoles. Il y a beaucoup d'exemples dans les livres où on voit que... c'est surtout important de les présenter à un public un peu plus large, un public citoyen plus général que ce à quoi j'ai l'habitude de m'adresser dans le cadre strictement académique. C'est très important pour moi que mes travaux soient connus au-delà des étudiants ou de mes pairs pour qu'ils puissent informer le débat citoyen. La conférence de presse s'achève en interview radio avec, Istvan Felkai, le correspondant de la RTBF à Paris. Il y a des choses efficaces, des choses qui ne le sont pas. Ce serait très long de dresser une liste. Il y a un petit peu besoin de distribuer les bons et les mauvais points. Donc, si mes travaux sont utilisés dans ce sens-là, c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, s'ils sont utilisés pas à mauvais escient dans ce sens-là, c'est un problème, mais on ne peut pas ne pas faire quelque chose, on ne peut pas ne pas faire des travaux parce qu'on pense qu'ils pourraient être utilisés à mauvais escient, sinon on ne ferait rien du tout, parce que tout, en principe, pourrait être utilisé à mauvais escient. Un grand avantage de la méthode que j'emploie, c'est que les résultats sont extrêmement transparents et extrêmement faciles à expliquer. Donc, il y a assez peu de risques de mauvaise interprétation des résultats. Donc, si quelqu'un y met vraiment du sien, il peut les interpréter de travers et mal comprendre et en tirer les mauvaises conclusions, mais il faut vraiment essayer. Une nouvelle traversée de Paris va enfin permettre à Esther Duflo d'échanger avec la directrice de son centre d'études parisien, Hélène Giacomino. Bonjour monsieur. D'échanger et puis de se replonger dans ses pensées pour la suite de son marathon médiatique. C'est le retour à la maison de Radio France avec une longue interview sur France Culture, l'occasion de représenter ces 2 ouvrages, mais aussi d'aller plus loin dans ses motivations personnelles. J'ai toujours été en fait très intéressée, très préoccupée par des problèmes de pauvreté. Je me suis toujours posé la question, autant que je puisse me souvenir. Je me suis toujours posé la question de pourquoi certaines personnes sont pauvres et quelle est ma responsabilité vis-à-vis de ces personnes. Ça a toujours été, une des questions directrices de mon existence en général. Mais pendant que je grandissais, mes études jusqu'à la licence, etc., c'était séparé de ma carrière académique. Je pensais faire plutôt une carrière académique en histoire. Et c'est en fait quand j'ai découvert l'économie que je me suis rendu compte que par l'économie, je pouvais réconcilier mes 2 intérêts, qui étaient d'avoir une recherche rigoureuse et en même temps de consacrer une grande partie de ma vie à cette question. 13 heures et déjà une très longue journée derrière elle. Pourtant, l'annonce du titre de docteur honoris causa a attiré la presse périodique belge. En déjeunant, ce sera Trends Tendance. Ils appellent le Genius Grant. Et le tour des projets ne s'arrête jamais. Démonstration. Voilà, donc ma prochaine étape, donc c'est l'Inde, où je vais partir d'ici une semaine, et passer à peu près 2 semaines pour rendre visite à mes différents projets, pour aussi avoir une conférence qui va être dans l'état du Bihar, un des états les plus pauvres de l'Inde. On a une conférence avec avec des personnalités politiques de l'État et du reste de l'Inde pour présenter nos travaux, pour voir s'il y a un intérêt du gouvernement peut-être de reprendre certains de ces programmes à son compte. Et puis après, je fais tout un périple pour visiter mes différents projets. Et après, de l'Inde, j'irai au Rwanda, où je ne suis jamais allée. Donc je suis très contente d'aller visiter le Rwanda, où on a commencé un programme en collaboration avec une organisation qui s'appelle TechnoServe, qui donne du soutien technique aux fermiers qui s'occupent de café. Et après ça, je viens au Louvre, directement.
Chère Esther, Mesdames, Messieurs, la lutte contre la pauvreté est la réponse à une crise permanente. Ainsi s'exprimait Esther Duflo lors de sa leçon inaugurale de la chaire Savoir contre pauvreté le 8 janvier 2009 au Collège de France. Le désastre humain de la pauvreté dans nos pays comme dans le reste du monde est un cri permanent pour qui cherche à l'entendre. Et Esther Duflo a entendu ce cri très tôt. Sa maman est pédiatre, sa maman s'implique dans une organisation non gouvernementale de développement et marquée notamment par cet engagement, Esther Duflo s'engage à son tour dans les ONG. Par la suite, comme elle vient de vous l'expliquer dans la petite séquence, étudiante en histoire, elle fait la rencontre d'économistes qui lui révèlent qu'une proximité entre la science économique et de grands enjeux sociaux est possible. La combinaison d'une vie unifiée, faite de recherche académique et d'implication directe dans le devenir des gens, lui ouvre une perspective dans laquelle elle s'engouffre, avec une énergie et une intelligence peu communes. Après une maîtrise en histoire et une autre en économie, elle part pour les États-Unis, où elle achève une thèse au MIT à l'âge de 27 ans. Elle est actuellement professeure au MIT. Elle a fondé et dirige le Poverty Action Lab, un réseau de nombreux chercheurs qui évalue actuellement des centaines de projets de par le monde. Sa recherche et son engagement sont reconnus par de très nombreux prix. Les moyens qui sont engagés dans bien des pays du Sud sont importants. Mais que sait-on de l'impact des politiques et des projets ainsi financés? La question est d'une grande complexité. Il est en effet très compliqué d'identifier et d'estimer le lien causal entre un projet et un ou plusieurs indicateurs d'impact. Ceci est vrai en particulier lorsque l'évaluation se place après la mise en œuvre du projet, de l'action. En sciences médicales, on a depuis longtemps compris ce problème. Moyennant un protocole précis, et je simplifie beaucoup ici, on teste l'impact d'un médicament en administrant celui-ci à un échantillon de patients tiré au hasard et en administrant un placebo à un échantillon de comparaison, lui aussi tiré au hasard. Ensuite, on compare l'évolution de l'état de santé des deux groupes. La transposition de ce type de procédure en sciences sociales est délicate et sujette à débat. Pourtant, si l'on cherche à séparer les actions efficaces des autres, c'est une voie privilégiée. Esther Duflo l'emprunte résolument. Elle développe une expérimentation de terrain innovante, créative, et l'applique à une immense variété d'actions et de projets précis. À titre d'exemple, je citerai des projets de soutien scolaire en Inde, les initiatives de microcrédit en Inde et au Maroc, et des politiques de prévention du sida à destination d'un public adolescent au Kenya. Esther Duflo s'intéresse aussi à l'allocation des ressources et du pouvoir entre hommes et femmes dans les pays du Sud. Exploitant tantôt les aléas climatiques, tantôt les facteurs aléatoires présents dans les règles et dans les lois, elle montre qu'en Côte d'Ivoire et en Inde, la femme oriente l'allocation des ressources différemment de l'homme. Elle montre également que la politique de quotas imposée aux élections locales réduit en Inde les préjugés négatifs à l'égard des femmes. Esther Duflo ne se contente pas d'évaluer l'efficacité des projets menés dans le Sud. Elle veut résolument comprendre les raisons des succès et des échecs, comprendre les processus sous-jacents à ces succès, à ces échecs. En travaillant très étroitement avec les organisations de terrain, en s'appuyant sur des corpus théoriques en économie, mais aussi dans d'autres disciplines,
Elle isole des hypothèses comportementales, puis met en place des expérimentations contrôlées sur le terrain afin de tester ces hypothèses. Ces démarches conduisent par exemple à réviser nos conceptions sur les processus de diffusion de l'innovation, sur le choix d'investissement et sur la prise de décision au sein des ménages. L'expérimentation permet, vous le voyez, in fine, d'enrichir nos constructions théoriques. Chez Esther Duflo, vous l'aurez compris, la rigueur et la démarche scientifique est au service d'un engagement total, radical. L'idéal d'une éradication de la misère apparaît grâce à elle moins lointain. Monsieur le recteur, pour la raison qu'elle a œuvré avec acharnement et créativité à l'identification rigoureuse des politiques qui combattent la pauvreté et au développement de nos connaissances théoriques sur les processus humains à l'œuvre, je vous demande de bien vouloir conférer au professeur Esther Duflo le titre et les insignes de docteur honoris causa de notre université. Pas applaudir, hein. À tous présents et à venir, salut. Attendu que le professeur Esther Duflo, né en 1972, est titulaire d'une maîtrise en économie du Delta à Paris et docteur en économie du MIT, Abdul Latif Jamil, Professor of Poverty Alleviation and Development Economics au MIT et Fellow de l'American Academy of Arts and Sciences et de la MacArthur Foundation, attendu qu'elle est l'auteur de recherches et de publications novatrices sur de nombreux sujets dans le domaine du développement, tels que les conditions de vie en cas de pauvreté extrême, l'effet des incitations sur l'adoption de nouvelles technologies, l'impact des infrastructures, l'efficacité des systèmes scolaires et des politiques de santé, l'accès au crédit, les interactions sociales, l'allocation des ressources et du pouvoir entre les genres. Attendu qu'elle a contribué au développement des méthodes d'expérimentation de terrain visant à quantifier l'effet causal des actions et projets, qu'elle a également contribué au développement de ces méthodes en tant qu'outil permettant de tester une théorie. Attendu que son engagement en tant qu'économiste est d'identifier rigoureusement les effets des politiques de lutte contre la pauvreté afin de les améliorer. Attendu qu'elle est directrice du Development Program du Center for Economic Policy Research, fondatrice et directrice du Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab, un réseau de recherche appliquée spécialisé dans l'évaluation par expérimentation. Attendu qu'elle conseille de nombreux acteurs de la lutte contre la pauvreté, depuis des ONG jusqu'aux Nations Unies, dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Attendu qu'elle a reçu plusieurs prix, dont le prix de l'association Hélène Bennett en 2003, le prix du meilleur jeune économiste et de la médaille de bronze du CNRS en 2005, le prix Luc Durand-Reville en 2008, le prix de la BBVA Foundation Frontiers of Knowledge et le prix international Calvo Armengol en 2009, attendu qu'elle a inauguré la chaire Savoir contre pauvreté du Collège de France. Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons le professeur Esther Duflo, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Monsieur le recteur, chers collègues, chers étudiants, chers amis, bonjour.
C'est un honneur et une joie toute particulière d'être ici pour moi aujourd'hui. Non seulement ceci est mon premier doctorat honoris causa, mais j'étais sur le terrain lors de la cérémonie de remise de mon propre doctorat. Ainsi, il me semble qu'il s'agit de mon premier doctorat. Vous avez choisi pour cette belle journée le thème « Les crises, une opportunité d'innover ». Dans notre monde protégé, la crise risque de nous plonger dans un état catatonique. Les fondements de nos sociétés, et souvent des fondements dont nous n'avons même pas réalisé l'importance jusque-là, semblent être remis en cause. Pour ceux qui sont plus ou moins épargnés, la tentation est grande de mettre des œillères, un oreiller sur la tête et de laisser passer l'orage. Aux États-Unis, où je travaille, les efforts d'un jeune président pour éviter la prochaine crise ou donner un minimum de sécurité à ceux qui y sont le plus vulnérables semblent se heurter à une inertie absolue, pendant que les anciens excès reviennent doucement. Pourtant, c'est un autre président américain, Roosevelt, qui nous enjoignait, lors d'une autre crise, d'innover sans relâche, d'accepter l'échec, d'essayer autre chose, de retomber, de se relever, de repartir. Les millions qui ont besoin d'aide, nous disait-il, ne vont pas attendre sans mot dire que quelque chose se passe. Pour le milliard de gens qui vivent avec moins d'$1 par jour et par personne, cette crise que nous vivons aujourd'hui, si elle n'est pas une tempête dans un verre d'eau, n'est qu'un choc parmi beaucoup d'autres. Vivre dans la grande pauvreté, c'est avant tout vivre dans une vulnérabilité permanente. Être chef de sa propre petite entreprise ou de sa ferme, chercher du travail tous les jours, être soumis aux avatars du climat, de la maladie, des conflits, des prix mondiaux, et cela sans aucun filet de sécurité. Nous l'avons vu tout récemment avec le tremblement de terre qui a dévasté Haïti. Le même désastre ne produit pas les mêmes effets à San Francisco ou à Port-au-Prince. Il n'y a pas de catastrophe qui soit entièrement naturelle. Dans cet océan agité, la crise qui nous a mis à genoux semble, vue des pays en développement où je travaille, une vague parmi d'autres. Si je vois dans cette crise une bénédiction déguisée, c'est dans une certaine prise de conscience qu'elle a occasionné ici, dans nos pays riches. On a d'abord cru que la crise allait s'accompagner d'un recul de l'aide au développement et de la solidarité privée. En réalité, les budgets sont restés relativement constants. On a beaucoup lu et beaucoup écrit sur la crainte que la crise ne frappe les plus pauvres de plein fouet. Il me semble que dans cette vulnérabilité que nous avons découverte ici, une fenêtre sur la vulnérabilité de l'autre a été temporairement ouverte. Peut-être allons-nous alors reconnaître que la pauvreté est une crise permanente, que ce que nous vivons comme un état aberrant et inacceptable est à peine enregistré dans les villages kényans qui se réjouissent plutôt de la fin de la sécheresse. Et reprenant l'injonction de Roosevelt et le thème de cette fête de votre université, peut-être allons-nous devenir davantage conscients de la nécessité d'innover pour faire face à cette crise, pas seulement aujourd'hui, mais aussi demain, quand les choses iront mieux ici. Cette innovation n'a pas besoin d'être radicale, pas besoin de faire disparaître la pauvreté d'un coup de baguette magique. La pauvreté n'est pas seulement le manque de revenus, elle est surtout une incapacité de réaliser son potentiel d'être humain, qui peut être due à un manque d'éducation, à un manque de santé, à un manque de contrôle sur sa propre destinée. Vu de cette manière, cet immense problème, apparemment insoluble, la pauvreté, se transforme en une foule d'obstacles qui, chacun, sont de taille plus raisonnable et qui nous donnent une opportunité d'expérimenter une solution nouvelle. Ici, je voudrais m'adresser aux étudiants en particulier. Quels que soient vos talents, vous avez la capacité et l'opportunité de trouver un problème que vous pouvez résoudre si vous consacrez l'énergie, si vous prenez le temps d'écouter, si vous prenez le temps de réfléchir. Ne vous laissez pas décourager par l'ampleur du problème. Il n'y a pas d'avancée trop petite. La pauvreté est faite de cercles vicieux, qui peuvent aussi se transformer en cercles vertueux grâce à une petite intervention dont vous ne réalisez pas forcément toutes les implications quand vous y pensez. Ainsi, 1 kilo de lentilles, bien utilisé, peut multiplier les taux de vaccination par 8. Une formation d'1 semaine peut transformer une jeune femme
en une fée qui débloque le secret de la lecture à des enfants qui sont perdus depuis quelques années. La seule chose importante, à part bien sûr d'avoir l'énergie de commencer et d'avancer, c'est d'accepter la possibilité de l'erreur. Une innovation qui échoue, mais qui est reconnue comme telle, est plus utile qu'une autre qui a un succès formidable, mais dont on ne tire jamais les leçons. Ma profession et ma passion, c'est de faire sur le terrain ce travail d'innovation et d'expérimentation en collaboration avec une série d'acteurs locaux. C'est une immense entreprise collective. Au nom des dizaines de chercheurs, des centaines de responsables locaux, d'assistants de recherche, des milliers d'agents de terrain et des dizaines de milliers de familles qui ont participé à ces recherches, je vous remercie chaleureusement ici de me donner l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui.